Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le refroidissement de l'inflation américaine qui se matérialise enfin dans un chiffre d'inflation dans l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre qui a été publié en début d'après-midi avec une inflation globale qui retombe à 7,7% sur un an quand même et une inflation cœur qui là aussi franchit un petit palier à la baisse en retombant à 6,3% sur un an. C'est une première petite marche à la baisse. Effectivement, pas mal d'indicateurs avancés laissaient entendre que les CPI américains avaient un peu de place pour baisser peut-être d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le chemin et la bataille contre l'inflation continue. Bien sûr, la Fed continuera de monter ses taux, mais peut-être avec une taille un peu moins importante. Le marché semble conforté dans l'idée que la prochaine hausse de taux de la Fed pourrait être une hausse de seulement 50 points de base. Après ce chiffre qui matérialise quand même un soulagement spectaculaire chez les investisseurs, puisqu'on voit une courbe des taux américaines qui retombe de 20-30 points de base. Le 10 ans américain s'effondre littéralement sous les 4%, 3,85, 3,90 pour le 10 ans américain au moment où on se parle. Le dollar se déprécie également, l'euro-dollar remonte nettement au-delà de la parité aujourd'hui. Et puis sur les marchés actions, petite ambiance euphorique, on va le dire comme ça, avec un Nasdaq qui s'envole de 4-5% en ce début de séance à Wall Street. Vous aurez les informations clés dans un instant avec Alix Nguyen. L'autre choc du jour, qui est un choc beaucoup plus négatif, c'est celui qui entoure le groupe Téléperformance, valeur cotée au sein du CAC 40, qui a vu son cours de bourse chuter de 34% aujourd'hui avant de demander la suspension temporaire de sa cotation sur le marché parisien, après que le ministère du Travail colombien a décidé d'ouvrir une enquête sur l'activité de Téléperformance en Colombie, qui est une plateforme importante pour le groupe de relations et de services à la clientèle, de centre d'appel comme on l'appelait autrefois. Téléperformance emploie 42 000 personnes en Colombie, c'est 10% de ses effectifs. La Colombie est une plateforme qui adresse l'ensemble du monde de l'Amérique latine pour Téléperformance et les autorités colombiennes veulent donc ouvrir une enquête relative aux conditions de travail des salariés de Téléperformance sur place ou encore à des suspicions de violation du droit des syndicats. Le choc est donc très violent, moins 34% pour le cours de bourse de Téléperformance aujourd'hui. La société a réagi brièvement avec un communiqué publié en début d'après-midi indiquant que la chute du cours de bourse était sans doute démesurée, qu'à ce stade, Téléperformance n'avait pas reçu de notification officielle d'un début d'enquête en Colombie et que le groupe allait enclencher un programme de rachat d'actions à hauteur de 150 millions d'euros pour profiter de l'occasion qui lui est offerte avec la baisse du cours de bourse de 34% aujourd'hui. On y reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sera consacré au thème du sport et du bien-être. C'est Ronnie Michali, le président de la financière Galilée, qui sera en plateau avec nous à 17h45. Tendance, mon ami, les infos clés de marché en fin de séance avec Alix Nguyen à 17h et les marchés qui s'envolent en cette fin de journée, Alix. Oui, le CAC efface totalement ses pertes et réagit avec enthousiasme à une inflation moins forte que prévu aux États-Unis. Même son de cloche à Wall Street, les indices se trouvent dopés. Le Nasdaq s'envole de plus de 5%. L'inflation américaine a donc ralenti à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre et tombe de ce fait à son plus bas niveau depuis janvier 2022. Sur un mois, la hausse des prix à la consommation est restée stable à 0,4% comme en septembre. L'indice CPI hors énergie et produits alimentaires a encore plus décéléré à 0,3% sur un mois et 6,3% sur un an. L'inflation relègue donc au second plan pour l'heure l'incertitude autour des midterms.
L'autre événement du jour sur le marché parisien, cette fois, Alix, c'est la chute de Téléperformance. Une violente chute après l'ouverture d'une enquête par le ministère du Travail colombien pour violation des normes du travail. Au cours de la séance, le titre du gestionnaire des centres d'appel lâchait plus de 36%. Une annonce faite par le vice-ministre colombien en charge des relations du travail dans un tweet. 42 000 collaborateurs de Téléperformance travaillent en Colombie. Il s'agit du 3e pays le plus important en termes d'effectifs pour le groupe. Et puis du côté des publications d'entreprises, nous terminons la saison des résultats du 3e trimestre, publiés notamment par les grands groupes français. Crédit Agricole enregistre une baisse de 10% environ de son résultat net sur la période. Et le groupe mutualiste publie un résultat net de 2 milliards d'euros, en recul de 9,8% sur un an. Le titre est en nette baisse. Comme l'ensemble du secteur, le groupe fait face à un cocktail comprenant l'inflation, la hausse des taux rapides et les risques de récession. En cause, des charges qui progressent bien plus vite que les revenus et un coût du risque en nette hausse. Les revenus des caisses régionales ont baissé de 2,3%, alors que sur la même période, les dépenses ont augmenté de 3,7%. On retient enfin la progression d'Engie au titre des 9 premiers mois de 2022. Engie publie des résultats en forte hausse, marqués par un bond des prix de l'énergie et a nettement revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriac Dayan est avec nous ce soir, gérant diversifié chez Sanso IS. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Sébastien Paris-Horvitz nous accompagne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management et avec nous également en plateau Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Directeur général de la financière responsable. Il y a quelques gros sujets qui vont nous animer pendant ces 40 minutes de discussion, à commencer par le choc Téléperformance. Je voudrais mettre ce sujet à la une avec vous, notamment Stéphane, la financière responsable. Évidemment, vous êtes un pure player natif de l'investissement socialement responsable. Que nous apprend l'ESG dans cette affaire, sachant que Téléperformance, je le redis d'un mot, 420 000 salariés à travers le monde. C'est un spécialiste, alors ce qu'ils définissent comme la relation client multicanal numérisée, ce qu'on appelait autrefois les centres d'appel, qui existent encore évidemment, mais qui ont progressé avec l'arrivée des technologies numériques et digitales. La Colombie étant quand même un point névralgique de l'activité de Téléperformance pour toute l'Amérique latine en général, 42 000 employés sur place, et donc ce tweet du vice-ministre du Travail colombien qui annonce l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail des salariés de Téléperformance sur place, plus particulièrement la cellule qui est chargée de modérer les contenus de TikTok, le réseau social des jeunes. Et enquête également sur des soupçons de violation de droits des syndicats. Les risques liés aux conditions de travail, les risques sociaux, sont des risques qui sont identifiés depuis longtemps autour de Téléperformance, Stéphane. Alors, d'abord, c'est un dossier qu'on a on est toujours resté à l'écart de ce dossier. Malgré, je dirais, un taux de réponse aux indicateurs fournis dans notre questionnaire, on a à peu près 190 indicateurs, taux de réponse de 45%, qui avait pas mal progressé en 2021, dépassé à 75%. Donc vous voyez, il y a de l'information. L'arrivée au sein du CAC 40 peut-être L'arrivée au sein du CAC 40 a probablement joué, mais ce dossier a toujours été dans un métier un petit peu compliqué en matière de gestion des conditions de travail, de dialogue social, a toujours été entouré de controverses très fortes. Et ce qui fait qu'on est resté toujours à l'écart de ce dossier, c'est que, à nos yeux, et là, c'est pas un rating, c'est pas une couleur qui peut vous indiquer, je fais référence aux couleurs de certains providers dans la gestion des controverses, parce que là, on est dans les controverses, qui peut vous renseigner, mais la réponse est le positionnement du management face à ces controverses. Et les controverses ne sont pas nouvelles sur ce sujet, malheureusement. Alors là, on parle de la Colombie. J'ajoute que le ministre du Travail, le vice-ministre du Travail colombien qui a tweeté, demande des témoignages. C'est-à-dire que les gens qui ont subi des violations de leurs droits, etc., doivent contribuer. Donc ça va plus loin que le sujet de TikTok. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé sur Foxconn. C'est-à-dire qu'il y a des clients prestigieux derrière Téléperformance, et si Téléperformance malheureusement reste dans une position qui ne répond pas au sujet de controverse levé depuis octobre 2018, je vais y revenir,
et c'est le cas, alors je dirais qu'il y a un signal qualitatif assez faible dans un métier où ce type de réponse est absolument crucial. Pour montrer la durabilité, la pérennité du business et la relation de confiance, de tiers de confiance que vous avez avec vos clients sur ces sujets, puisque vous sous-traitez un service pour lequel il y a une valeur ajoutée, il y a une digitalisation, et la crise du Covid avait fait monter particulièrement les besoins dans le domaine. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a en octobre 2018 une coalition de plusieurs syndicats basés en Suisse, qui s'appelle l'Uni Global Alliance, qui regroupe quand même 20 millions de travailleurs dans le monde, dans 150 pays. Donc c'est pas n'importe quoi, avec les principaux syndicats français signataires, qui fait état de manquements et qui fait état de doléances en matière de ce qu'on appelait le plan de vigilance de l'entreprise, qui n'était pas satisfaisant, qui ne montrait pas une cartographie des risques et qui ne permettait pas aux parties prenantes, et eux en l'occurrence, de comprendre ce qui se passait dans l'entreprise. Il faut savoir qu'à cette époque, sont mis en avant quand même qu'il y a, sur un groupe qui à l'époque faisait 300 000 salariés, il y a à peu près 70% de l'effectif qui est dans des pays où il n'y a pas de réglementation qui permet de fournir un cadre préventif à la violation des droits de base des travailleurs, des droits de base de représentation syndicale, etc. etc. La réponse de l'entreprise a été absolument insatisfaisante à l'époque, ce qui fait que à l'AG de 2019, l'ONG Sherpa s'en est emparée en France. L'histoire ne s'arrête pas là parce que, toujours face aux réponses fournies par le management qui est assez insuffisante, une plainte est déposée auprès de l'OCDE en France, puisque vous savez que dans les engagements des guidelines des entreprises multinationales, au-delà de la loi de 2017 qui impose le devoir de vigilance en France, où l'information était partielle. Cette loi n'est pas très connue, mais elle s'impose quand même à toutes les entreprises multinationales françaises dans le monde, quel que soit leur théâtre d'opération. La plainte est déposée et fait un signalement supplémentaire. Aujourd'hui, on a cet article qui sort du Time et qui fait suite à un travail du Bureau d'investigation du journalisme, regroupant international de journalistes. Ce qu'on peut déplorer dans cette histoire, c'est que les controverses, c'est aussi important que les indicateurs extra-financiers. Et donc, dans l'appréciation de la qualité d'un business model et de sa pérennité, ça doit faire l'objet d'une approche qualitative et d'un dialogue avec l'entreprise. Et là, la position de l'entreprise, elle a été plutôt maladroite. Je dirais, même personnellement, je trouve cynique la réaction 9h55, le titre des vices, 13h40, on annonce un rachat d'actions face à la baisse du titre. Je pense que plus que l'aspect financier, ce qui est en jeu derrière, c'est vraiment la qualité de la relation de tiers de confiance qu'il va y avoir avec des prestataires. Parce que les clients de Téléperformance, c'est quand même Apple, c'est quand même Amazon, c'est quand même Google. Et ce type d'enseigne ne peut pas se permettre d'être exposé par l'intermédiaire d'un prestataire de premier rang, puisque c'est le cas, auquel ils font appel. Rappelez-vous la réaction qu'il y avait eu entre Apple et Foxconn à l'époque, quand on avait eu ce problème de droits de l'homme et de conditions de travail. Bien sûr. Apple s'était assuré que Foxconn allait se mettre en ordre de marche pour respecter les standards qui pouvaient être ceux d'Apple. Et puis quand vous vendez un smartphone de luxe à $1 500, vous ne pouvez pas démontrer qu'il est fait dans des conditions pour lesquelles les clients ne veulent pas s'asseoir dessus. Donc là, je pense que le risque de l'entreprise matérielle est à peu près au même niveau, mais il y a une image de marque qui risque d'être attaquée. Et je pense que le management devrait cette fois sérieusement s'attacher à fournir des réponses au marché, à la communauté d'investisseurs. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est quand même 20% du capital qui est détenu par des fonds ESG. Alors on sait que les fonds ESG n'ont pas forcément de barrières à l'entrée, ce que j'appelle les barrières à l'entrée, d'exigences extra-financières élevées, mais pour des acteurs de l'ISR, la gestion des controverses est une façon très claire de montrer à nos clients la qualité de l'approche et des exigences qu'on met en œuvre. Donc, je veux dire par là, les controverses, attention, il ne faut pas tomber dans l'idéologie, elles ne sont pas toujours fondées. On le voit régulièrement dans certains dossiers. Il faut être prudent dans cette analyse. C'est presque du cas par cas. Il ne faut pas avoir peur de mettre du qualitatif. Mais là, c'est vraiment une problématique de communication et de gestion de ce type de sujet par l'entreprise qui pose problème.
Et comme vous dites, les réponses qualitatives de l'entreprise à ces questions n'ont jamais été satisfaisantes de votre point de vue, au point que ce n'est pas un titre que vous avez voulu détenir, y compris quand ça a été une darling, et ça l'a été pendant longtemps. Au même titre qu'Orpea, on discutait d'Orpea il y a quelques mois avec vous sur le plateau. Nous, ça n'a jamais été une darling Stéphane. parce qu'il ne suffit pas qu'une entreprise se pare le torse de médailles et de certifications plus nombreuses les unes que les autres, Great Place to Work, etc., sur des référentiels qui ne sont pas forcément unanimement reconnus, ça ne suffit pas. Ça peut être un point intéressant. Il y a quand même une complexité des règles et du droit du travail quand on opère dans, je ne sais pas, peut-être 100 pays dans le monde pour Téléperformance. Oui, Grégoire, mais c'est un prérequis de business. Le respect de la réglementation, être mieux-disant sur un certain nombre de sujets. Quand vous prenez des sociétés du CAC 40, pour citer L'Oréal ou Air Liquide, ou même Schneider Electric qui travaille en Asie du Sud-Est, ce sont des prérequis dans leur business model. Donc, et là-dessus, je regrette que Téléperformance, jusqu'à présent, n'ait pas ouvert, je dirais, les portes et ses livres de façon à ce qu'on puisse voir précisément ce qu'il en était. Comme vous le disiez, le communiqué de 14 heures annonçant un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros, on peut espérer que ce n'est qu'un premier signal du début d'une communication qui devra être un peu plus nourrie peut-être à un moment pour essayer de mettre fin à ce qui s'annonce être une période peut-être compliquée désormais pour Téléperformance. Ouais, absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien ? On est dans un monde où, évidemment, il y a peu de gestion qui ne regarde pas les sujets ESG et les controverses, évidemment. Ce qu'on appelle dans le jargon la matérialité, le fait qu'il y ait un incident sur l'entreprise et pouvoir l'anticiper parce que ce risque existe et en tant qu'investisseur, on se dit, voilà, on a évité, on a eu raison parce qu'il y avait un risque de matérialité, c'est-à-dire un impact de l'extra-financier sur le parcours boursier d'une entreprise. Alors, sur télétravail, que je ne connais pas comme aussi bien que... Téléperformance. Téléperformance, que je ne connais pas aussi bien. Écoutez, d'abord, ce qu'on sait de cette entreprise, c'était une darling, elle est au CAC 40, on n'a pas laissé entrer on ne laisse pas rentrer n'importe qui au CAC 40, et pas de chance, c'est comme on avait parlé d'Orpea, il y a des industries qui peuvent amener des controverses, notamment s'occuper des personnes âgées, avoir dans son staff, c'est le nombre des employés que vous employez, que des gens essentiellement plutôt très mal payés, c'est-à-dire les catégories sociales les plus basses, à ceci près que Téléperformance a un petit groupe un peu plus spécialisé, qui est tout petit en Colombie et ailleurs, qui s'occupe de trier l'information liée aux problèmes, à ce qui est diffué sur TikTok. Sur TikTok. C'est pas 42 000 salariés en Colombie qui sont dédiés à TikTok. Exactement. C'est une petite cellule, effectivement, et donc, le risque qu'il y ait des problèmes sociaux, de représentation des syndicats, vu la taille, rappelez-vous la controverse sur Amazon qu'on a eu en Europe en particulier, parce qu'on ne respectait pas le droit d'avoir un syndicat, en tous les cas la façon dont ça s'est passé aux États-Unis, avait créé une grande controverse. Amazon est encore détenu par beaucoup de gens dans le monde. Donc ça, c'est un sujet, on sait, ça peut arriver, et il faut être vigilant, parce qu'on peut perdre 38% tout à coup. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on aille dans une société, et surtout pour les marchés, où le politique l'emporte sur la façon dont on gère une entreprise et la façon dont le marché la regarde. On peut dire que les marchés sont cyniques, mais il faut être en même temps participer à la société et la faire fructifier. On a besoin d'entreprises qui gèrent la façon dont une entreprise a besoin d'avoir une relation avec ses clients, et ceci crée des controverses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur Téléperformance, sur des salariés qui doivent dormir à l'entreprise, qui sont surveillés tout le temps. C'est leur façon de faire. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Évidemment, certains, moi je dirais que non, mais c'est leur façon de faire. Je crois qu'il faut faire très attention à jeter l'opprobre sur l'entreprise. J'entends, Sébastien. Juste pour ça, je précise la nature des accusations. Donc au sein des modérateurs TikTok, ce qui est reproché, entre guillemets, à Téléperformance, c'est de
pour modérer les contenus TikTok, c'est d'avoir confronté ces salariés de Téléperformance à des séries d'images choquantes pour justement, d'une certaine manière, les entraîner à détecter ce qui peut... Et on parle d'images choquantes, voire excessivement choquantes, de crimes sur enfants, de crimes sexuels, etc. Et pour $10 de l'heure ou moins. C'est-à-dire le double ou le triple du salaire moyen au Colombien. Non, mais je veux dire que... Donc la nature des accusations, en tout cas, ce qui ressort des articles de presse aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on est dans un crime fédéral, dans un crime pénal? La Pour déclaration nous, du c'est ministre, du vice-ministre ou oui, du ministère du Travail. Ministère du Travail colombien va un peu plus loin. Hein. Elle demande aux salariés qui auraient subi des violations en dehors de ce groupe de modérateurs, de 50 personnes, effectivement, on va s'arrêter à cette de signaler. Ça veut dire qu'il y a quand même, a priori, une perception et un risque un petit peu plus large. Mais je pense que pour nous, c'est très important. C'est des éléments sociétaux. Nos principes, c'est très important. Et on met beaucoup d'emphase là-dessus dans notre façon de regarder les choses. Il n'empêche que dans notre façon de noter nos entreprises, il se trouve que Téléperformance sortait plutôt bien. Et il se trouve que l'information qu'on recevait était sûrement pas de la qualité qu'il fallait, peut-être. Aujourd'hui, on ne peut pas le juger. C'est vrai que sur plein de sujets, une des personnes qui travaille pour moi, elle est rentrée en contact avec quelqu'un qui travaille au Portugal pour son entreprise. Lui, il est très content d'être dans cette entreprise. Il n'empêche que ces éléments que vous soulignez sur la surveillance, lui, il est mal à l'aise sur ces choses-là. Mais encore une fois, je crois qu'il faut être très vigilant. Il n'empêche que, et encore une fois, le monde, il est ce qu'il est, et il ne faut pas l'accepter complètement, mais il ne faut pas lancer l'opprobre, alors que, pour l'instant, cette entreprise n'a pas été jugée. Je me souviens en 2010, parce que Téléperformance, encore une fois, c'était une darling, et donc très souvent, on recevait Téléperformance sur ces publications de résultats. En 2010, en pleine crise souveraine en zone euro, c'était une des seules boîtes qui embauchait en Grèce. Oui. Parce qu'il y avait une qualité de main-d'œuvre, parce que les Grecs étaient éduqués, diplômés, et prêts à des métiers, effectivement, de la relation client. Plus personne ne voulait investir en Grèce, et ben eux, embauchaient en Grèce. La qualité d'un management, c'est sa capacité à gérer les controverses et les anticiper aussi. Ça, c'est indéniable. Là, on va voir justement quelle va être la réponse de l'entreprise. Cyriac, avant de passer à l'inflation, qu'est-ce que ces controverses nous apprennent? Bon, aujourd'hui, c'était Téléperformance, hier, c'était Orpea. Qu'est-ce que ça apprend à l'investisseur, ce type de controverse? Ça apprend deux choses. C'est qu'aujourd'hui dans les marchés, ce type d'information est clé et on voit la réaction de marché épidermique. Parce qu'aujourd'hui, 35%, concrètement, on n'a aucune idée de si ça, en termes de valorisation, ça doit avoir un impact de 10, 20, 30, 50. On voit Orpea, par rapport à son cours le plus haut, c'est sorti de la cote, mais c'était descendu de 90%. Donc on voit quand même qu'il y a un biais aujourd'hui de la part des investisseurs qui est quand même très très fort sur ces problématiques, on va dire ESG au sens large. Nous, chez Sansot, c'est notre engagement, donc on est favorable à cela. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de trouver l'équilibre entre les informations qui sont aujourd'hui parcellaires et voilà, on a une réaction de marché épidermique, on n'a pas toutes les informations et il ne faut pas non plus, on peut faire le marché, souvent peut faire des erreurs sur une information et surréagir alors que l'entreprise finalement l'information est que partielle et peut même être fausse. Il y a quelques années, les réactions de marché auraient été moins violentes. On n'aurait pas coupé, liquidé à ce point aussi vite un dossier sur un papier, un article ou un tweet d'un ministre du Travail, quel qu'il soit. Je pense déjà que le potentiel de détention de la part des investisseurs était déjà beaucoup plus élevé parce que sur cette société, il y avait déjà des sujets, on va dire. Sûr. Donc il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas de position et pour ceux qui en avaient, aujourd'hui avoir ça dans son portefeuille, c'est pas évident à défendre vis-à-vis des investisseurs. Donc, de notre point de vue, ça va dans le bon sens et c'est vraiment le sens de l'histoire d'avoir des entreprises qui sont plus engagées sur l'environnement, le social et la gouvernance, le G. Voilà. Après, un cas spécifique, on peut toujours avoir, on peut avoir des personnes qui disent quelque chose, d'autres. Et je pense qu'il faut tout simplement laisser la justice faire son travail et une fois qu'on aura des résultats, prendre une position beaucoup plus claire. Néanmoins, au vu des informations qui sont données aujourd'hui, il y a une forme de suspicion et la suspicion, elle est plus permise. Elle est plus possible. Ouais. Je me souviens juste, petite remarque, c'était au moment de l'affaire Solution 30, aussi, autre controverse majeure avec des hedge funds dans le dossier, etc. Au début de l'affaire, je me souviens d'avoir discuté avec un gérant d'une société de gestion forcément ESG, évidemment, à l'époque, tout le monde l'était. Il me dit,
j'ai coupé ma position Solution 30, ça y est, c'est fini. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce que Solution 30 est une fraude ? Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu as des éléments pour le dire ? Ah non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne peux plus afficher ce type de dossier dans mon fonds pour des questions de compliance, pour des questions ESG. Je ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui a tort entre Muddy Waters, Solution 30, etc. Je coupe tout de suite. Voilà. C'est juste, il faut savoir que le marché réagit comme ça désormais. Je dirais actionnaire de l'entreprise, quand on est un fonds ISR, on est actionnaire de long terme, donc on ne doit pas surréagir non plus aux nouvelles. Bah oui. Donc là, je pense que si on... la réglementation, la pression du client fait que... Oui, ce n'est pas le cas, mais là, il y aurait forcément une prise de contact avec l'entreprise et un dialogue qui s'engagerait sur le sujet. Et en fonction des réponses qu'elle vous donne, vous prenez votre décision, parce que ce n'est pas non plus dans l'intérêt du porteur de part de sortir à moins 33. Donc il faut quand même avoir un peu d'informations et pas liquider aveuglement une position. Donc c'est dans un processus, il y a la façon dont on gère les controverses, dont on l'intègre en amont, à l'étude de la valeur, ce qu'on a fait. Nous, on avait pris notre décision. Si on l'a en portefeuille ensuite, il y a un dispositif dans le processus qui doit nous permettre d'engager un dialogue, de faire ce qu'on appelle de l'engagement. C'est quand même ce qui est de plus en plus prégnant dans la finance responsable et dans la finance d'une façon générale, sauf que là, on ne parle plus que de chiffres. Et puis derrière, de tirer les conclusions. Et chaque gérant décide. On l'a vu sur Orpea, il y a des gérants qui sont restés, il y a des gérants qui sont sortis. Chacun a pris ses décisions par rapport aux informations et l'analyse qu'il en avait fait. À ceci près que vous citez ça, Grégoire, Orpea, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est presque en faillite. Et parce qu'il n'y a plus personne qui a voulu l'aider à financer. Donc, et encore une fois, nous, on a décidé de sortir sur la majorité de tout. Non, mais il y a un effet autoréalisateur quand même dans cette manière dont le marché fonctionne. Qui était la raison éthique qui avait été avancée, c'est-à-dire, voilà une entreprise qui maltraite les personnes âgées. Il y a eu un rapport gouvernemental en disant c'est pas vrai, il n'y a pas de système de maltraitance. En revanche, la raison éthique, c'était il y avait un système de gouvernance allégé avec des personnes qui piquaient dans les caisses. Et ça fait sens. Il n'empêche que, ce que vous disiez, les faits de vendre à l'aveugle, parce que c'est plus possible, j'ai pas envie qu'on me regarde, et la casse économique et sociale qu'on peut créer dans ce genre de mouvement, il faut aussi, on a aussi cette responsabilité. Je veux dire que j'espère que cette entreprise va pouvoir se justifier, ou qu'elle soit sanctionnée parce que et ça fera avancer les avantages sociaux en Colombie. Mais en même temps, si jamais tout le monde, personne ne veut y toucher, voilà, la catastrophe sociale est colossale. C'est quand même un employeur qui est devenu colossal. Ils vont s'expliquer ce soir, après la clôture. Il y a une conférence prévue, enfin un call évidemment prévu par le management de Téléperformance. Venons-en à la bonne nouvelle du jour, Cyriac. Le refroidissement de l'inflation américaine. Dans quelle mesure ? Qu'est-ce qui permet d'affirmer effectivement que l'inflation commence à refroidir aux États-Unis après les chiffres et le rapport qu'on a eu sur l'inflation du mois d'octobre ? Et puis commentons également la réaction de marché très spectaculaire. Alors sur le chiffre en tant que tel, c'est une bonne nouvelle pour deux raisons. Le premier, c'est que l'inflation, elle baisse par rapport au mois précédent, et la surprise, elle est positive. Le marché, il réagit quand même beaucoup aux surprises. On attendait 7,9, c'est 7,7. On n'est pas sur une surprise gigantesque, mais on voit quand même, avec un Nasdaq qui monte plus de 5%, on voit que la réaction quand même est très très forte à ce moment-là. En termes de décomposition, parce que sur le chiffre d'inflation, on est tous devenus des grands spécialistes de ce sujet depuis un an au vu de ce qui se passe. Il y a des éléments qui sont très intéressants. C'est-à-dire que l'inflation, elle baisse aujourd'hui parce que les biens baissent beaucoup. En particulier l'automobile, il y a quelques temps, c'était vraiment énorme, c'est plus le cas. Il y a des éléments, les mobiles, les téléphones aujourd'hui, en variation, c'est quasiment une baisse de 5%. Donc il y a quand même des éléments qui étaient très inflationnistes il y a quelques temps et qui sont en train de devenir déflationnistes. Ça, c'est le premier point. Plutôt dans les biens d'ailleurs. Dans les biens, exactement. Les biens et produits. Exactement. Donc ça va de la voiture au téléphone. Donc c'est quand même assez large. Le deuxième élément, c'est sur la partie énergie. Alors le prix à la pompe remonte un peu aux États-Unis, il faut l'avoir en tête. Par contre, le prix du gaz a beaucoup baissé, donc l'énergie a un impact relativement neutre. Et le dernier point que je trouve le plus intéressant, et qui est une bonne nouvelle paradoxalement, c'est que l'impact de ce qu'on appelle les loyers fictifs, qui sont extrêmement importants dans la construction de l'inflation, du chiffre d'inflation aux États-Unis, ne baisse pas pour l'instant. Et c'est-à-dire que malgré le fait que ce poids-là, qui est très important, ne baisse pas, voire continue de monter, et que les indicateurs avancés nous disent que ça va baisser, avec un niveau de certitude jamais de 100, mais très très élevé,
malgré le fait que cette partie-là ne baisse pas, on a une inflation globale qui baisse. Donc au final, c'est quand même pour moi une bonne nouvelle qui ne change pas que dans l'absolu, on a un chiffre à 7,7, mais on voit qu'on reprice directement. Les anticipations de hausse de taux sur décembre de la part de la Fed, c'est 50 BP. On était déjà entre 50 et 75, mais aujourd'hui on est à 50 exactement. Et ça détend le marché parce qu'ils se disent si le point haut d'inflation il est passé aux États-Unis, la Fed finalement aura certainement besoin de remonter un petit peu ses taux, mais son point d'équilibre est peut-être un peu plus bas. Et finalement, on est dans une dynamique qui est en train de s'inverser. Et les marchés, ils regardent quand même beaucoup plus les dynamiques que les niveaux. Et ce qu'ils voient, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est en train de se retourner. On voyait le taux terminal à plus de 5% il y a encore quelques heures. On le voit désormais plutôt à 4,85%. Oui, alors après, et puis si dans un mois, on a un chiffre Oui, non, mais ça, c'est les variations du jour. Hein. Mais ce qui est important, c'est les dynamiques, les niveaux. C'est le taux 10 ans US qu'on citait tout à l'heure, qui était monté à 4,30 au plus haut. Il a pu remonter à 4,20 il y a quelques jours. Et puis là, il est en train de 3,85. 3,85. Et on a l'impression qu'il y a une forme de stabilisation qui est en train de se matérialiser. Et c'est ça que le marché, en particulier actions, a besoin. Il n'a pas besoin foncièrement que les taux baissent, même si c'était le cas, ça serait une excellente nouvelle. Mais il a besoin d'avoir le sentiment que l'inflation est en train de se retourner, que les taux sont en train de se stabiliser. Et à ce moment-là, on va regarder d'autres sujets qui sont, par exemple, la croissance des bénéfices, des choses beaucoup plus proches du marché action en tant que tel quand on achète une société. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et je rajouterai un élément, c'est que quand tout le monde est négatif, et ce qui est quand même un peu globalement le cas, on parlait des techs hors antenne, voilà, plus personne veut de tech, en général c'est plutôt un bon indicateur que c'est le moment de revenir. Et sur les actions américaines, la réaction elle est aussi épidermique parce que globalement, tout le monde a peur des actions américaines depuis quelques temps, pas forcément pour des bonnes raisons, et dès qu'on a une bonne nouvelle, le marché est capable de rebondir très violemment. Donc effectivement, le Nasdaq qui prend là quasiment 6% au moment où on se parle, oui, c'est une réaction de marché qu'on peut comprendre. Qui est pour moi cohérente avec la réalité, parce que finalement, quand vous regardez la croissance des bénéfices des entreprises américaines sur le Q3, on a quasiment terminé la session de publication. Aujourd'hui, on est sur une croissance de quasiment 5% sur un an glissant. Ça croît de 5% aux États-Unis. Les entreprises arrivent à sortir des croissances des bénéfices positives. 5%, quand vous regardez la moyenne historique aux États-Unis, on est peut-être à 8%. Et on nous parle de récession, on nous parle d'inflation à 8%. Et malgré ça, les entreprises sortent des bénéfices qui sont quand même significatifs. Et donc finalement, si l'inflation arrive à baisser progressivement, les entreprises américaines, elles ne sont pas dans une situation catastrophique qui justifie d'avoir des valorisations extrêmement basses. Et à ce moment-là, on achète finalement ce qui a beaucoup baissé récemment. Il faut se rappeler que le Nasdaq, on n'était pas loin de moins 35 year to date. Moins 35 sur les actions américaines technologiques, ça n'arrive pas tous les jours. On a eu une baisse aussi importante qu'en 2020 sur le Nasdaq. Alors ça ne veut pas dire qu'on est sorti et que on va être sur une ligne droite, mais c'est une bonne nouvelle que le marché salue et qui pour nous est cohérent. Et ce soulagement est légitime. Clairement. Bon. La probabilité d'un soft landing augmente à nouveau, Sébastien ? Le jour, ça j'ai appris il y a très très longtemps, parfois à mes dépens. Si je pouvais anticiper ce qui va se passer sur un chiffre, je pense que je serais... pas ici, je serais de me bronzer quelque part. Écoutez, si je regarde le chiffre d'inflation et toutes ses composantes, évidemment, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des spécialistes et qui s'amusent à regarder chaque élément de l'inflation. Mais la question, c'est la dynamique qui est derrière. Et dans l'histoire, en tous les cas, de l'inflation, il a disparu depuis tout longtemps, donc évidemment, il n'y a que quelques hommes de Cro-Magnon qui peuvent parler de l'inflation. Même, je n'ai pas vécu l'époque des années 70, mais c'est un animal compliqué. Et quand elle s'installe dans une économie, elle a du mal à en sortir. L'esprit inflationniste peut perdurer au-delà d'un chiffre qui montrerait une baisse de l'inflation. Exactement, c'est très lent. Et donc, il y a des choses qui sont simples à expliquer. On a beaucoup mis d'argent dans notre système et on a eu en plus le Covid. Ça a créé des goulets d'étranglement et ils sont en train, bonne nouvelle, de se dissiper. Et donc, au niveau d'un certain nombre de biens, les choses se détendent, d'autant plus qu'une grande partie de la surdemande est venue sur les biens, puisqu'on ne pouvait pas utiliser les services, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller au restaurant, bref, des choses que tout le monde sait. Il n'empêche que cette surdemande, elle est là, elle a été créée, elle a créé une dynamique, et aujourd'hui, on peut se réjouir que l'inflation baisse à 7%, mais de là à établir une dynamique,
encore une fois, l'inflation dans les services, hors le facteur important qui est l'immobilier ou les loyers fictifs particuliers, c'est 0,2, 0,15% ou 0,14%, c'est sorti à 0,1. Donc, on a toujours une inflation qui est là, et ce chiffre, pour moi, n'est pas très important. Il faut attendre 2 mois. Rappelez-vous, l'inflation était à 5,9. D'accord. Le corps était à 5,9. C'est le chiffre de novembre qui va être important. Est-ce qu'il va venir vérifier le début d'une tendance 2 points, ça peut commencer à peut-être dessiner quelque chose. Exactement. Non, mais exactement. C'est-à-dire que si on se retrouve au printemps prochain à 4% d'inflation, on aura gagné. Est-ce que le marché le sait ? Je ne sais pas. Donc, de là, je vais passer à l'analyse macro générale. On est dans ces situations où l'inflation baisse parce qu'on fait tout pour qu'elle baisse. C'est-à-dire, on tape sur l'économie pour qu'elle décélère. Elle décélère. Et on tape tellement que si vous prenez l'enquête des banques qu'on a eu lundi de la Fed, elles disent on resserre très fort le crédit, notamment évidemment pour l'immobilier, mais on resserre pour tout le monde. À chaque fois c'est arrivé, c'était pas bon sur ce qui allait se passer demain. Et tout le monde, la Fed le premier, le marché lui-même. Attention, on a monté très très vite les taux d'intérêt, comme jamais historiquement, on va le voir plus loin. Il n'empêche que le marché, ce qu'il veut, c'est que la Fed vienne à la rescousse. La Fed va venir, va nous baisser les taux et va nous permettre donc de repartir. Il n'empêche que les profits en glissement sont à 5%. Ils seront à combien dans 12 mois ? Le marché les voit positifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récession. Même une récession, même la plus légère des récessions aux États-Unis en 2000, évidemment, il y avait une bulle, mais en 2000, l'économie américaine n'a presque pas ralenti, ou très graduellement, et on s'est retrouvé avec des profits qui ont baissé de 15-20%. Donc, c'est une logique macro qui a disparu du marché. Aujourd'hui, le marché continue avec cette idée, la Fed, de toute façon, c'est elle qui fait le cycle boursier, et donc si elle baisse les taux, tout repart. En général, il faut attendre que l'économie reparte. Je ne dis pas que l'idée qu'on ait un soft landing, elle ait une probabilité de 0. Non. Pas du tout. Il n'empêche que la dynamique où on est lancé dit que cette probabilité est plutôt plus faible que celle qui est une récession. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on peut passer entre les gouttes, que ces hausses de taux n'auront aucun impact ou très faible sur l'économie, que les entreprises vont continuer à prospérer, c'est tout à fait... Donc le message, c'est, Sébastien, prudence. Si le marché venait à repartir trop fort, ce serait à un moment peut-être une erreur ou un risque... écoutez, vous avez une banque centrale qui dit il faut ralentir, ralentir parce que je veux que l'inflation soit à 2. Il veut que les conditions financières restent restrictives. Et il l'a dit. Sinon, moi, monétaire, je ferai le job. Vous regarderez demain les indices des conditions financières, vous allez dire ah tiens, ça s'améliore. Comme beaucoup. Cet été. Et d'où le discours du Jacksono là. Dans les équations économétriques sur l'économie américaine, vous prenez les conditions financières, vous la mettez sur le PIB, vous dites tiens, ça marche bien. Et donc aujourd'hui, vous allez résister. Et vous avez de l'inflation. Donc, écoutez, moi je suis très content que le marché réagisse comme ça. Nous, on est positionné de façon plus prudente, moins prudente que certains, parce qu'on se dit qu'il y a des accélérations. On était, par exemple, même plus exposé à la Chine que la plupart. Donc, on en profite. Là, les choses, évidemment, se retournent un peu. Mais c'est vrai qu'il faut prendre la psychologie, il faut prendre le marché pour ce qu'il est. Et en même temps, la lecture macro qu'on peut faire aujourd'hui, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. J'entends. Bon. Après, il y a des facteurs de positionnement, il y a des facteurs de technique, effectivement. Il faut les intégrer. Oui, bien sûr. Mais des facteurs extra-financiers ça, qui viennent c'est affecter les choses. La réaction d'une journée, on verra effectivement ce qu'il en reste. Mais elle vous raconte une histoire. Ah oui, très clairement. Et la sensibilité du marché à cette idée-là. C'est la Fed. C'est la Fed. Oui, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite comme vous. Ralentissement de l'inflation, ça ne veut pas dire baisse des taux en vue. Là, je crois que M. Powell a été clair. On reste à 7,7%. Donc, il va falloir voir une confirmation dans les prochains mois qu'on a effectivement une baisse de l'inflation.
Ça, c'est pour la partie macro. Pour la partie micro, ça fait du bien, effectivement, parce que qui dit une baisse mécanique des taux, et on le voit sur le 10 ans français, qui baissait de 20 BP tout à l'heure, même chose sur le 10 ans US, les valeurs de qualité, les valeurs de croissance, tout de suite, sont beaucoup plus entourées, et il se trouve qu'on était quand même, sur certains dossiers, revenus dans des zones de valorisation et de multiples très attractives, et donc ça va nous faire du bien. Maintenant, sur la partie micro, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Notamment pour la partie des sociétés européennes. On a eu des T3 de bonne qualité parce qu'on a eu du pricing power, sauf pour les boîtes qui ont fait des warnings, effectivement. On a eu des baisses de coûts qui ont fonctionné. On a eu des aides d'État qui, dans les différents pays, qui ont fonctionné. Mais on ne va pas pouvoir... trimestre après trimestre, avoir des hausses de prix côté entreprise aussi importantes, avec derrière des top lines qui continuent à se maintenir et des croissances qui continuent à se maintenir. Il ne faut pas rêver. Je n'y crois pas un instant. Vous ne pouvez pas continuer à augmenter dans l'alimentaire. J'ai vu des hausses de 10, 30, 40%. Il y a un certain nombre de coûts d'intrants qui vont baisser, Stéphane. Absolument. On le voit dans des prix spot de marché. Oui, sur l'énergie, mais sur l'alimentaire aux US, ce n'est pas le cas. Vous regarderez dans les composantes, ce n'est pas encore le cas. Et je ne pense pas que l'inflexion sera là demain. Les métaux, l'énergie, tout ça, ça coûte quand même moins cher aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais en Europe, on est encore dans la phase où on va prendre de plein fouet l'augmentation. On n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Vous le savez également. Donc, l'inflation, moi, je pense qu'en Europe, le pic, il n'est pas là. Et on va continuer, je le crains, sur 1 ou 2 trimestres, à avoir des choses compliquées. Donc, je dirais prudence. Il ne faut pas... le marché surréagit toujours à la fois dans l'anxiété à la baisse ou bien dans l'optimisme. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. On a eu un rebond quand même assez fort depuis octobre. À travers octobre. Et depuis le mois de novembre, c'est assez significatif. Bon, je pense qu'il faut raison garder à un moment donné. On va voir jusqu'où ça va, mais ça me paraît... faut pas que ça aille trop vite non plus. Oui, mais on a tous en tête ce qui s'est passé cet été, quand le Nasdaq reprend plus de 20% en quelques semaines, et ça se termine à Jackson Hole en 8 minutes avec Jérôme Powell qui dit « Je ne veux pas voir ça ». Alors, est-ce que cette fois, c'est différent peut-être, Cyriac ? Est-ce que ce qu'on a vécu depuis l'été, le premier petit signal vert d'une inflation qui commencerait, en tout cas qui pourrait franchir un petit palier à la baisse, est-ce que c'est suffisant quand même pour déjà reprendre graduellement un peu de risque ? C'est suffisant, j'ai envie de dire oui, parce que globalement, en fait, si vous attendez que la macro soit dans le vert, que la Banque centrale vous dise je baisse les taux, le marché il sera plus 30 et vous ne serez pas investi. Donc à un moment donné, le métier de gérant, c'est aussi d'arbitrer entre la performance et le risque. Et je trouve que la configuration actuelle ne justifie pas d'avoir des positions négatives ou très négatives, que ce soit sur les actions, encore moins sur le crédit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la vol, ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas baisser de 5-10%. Alors plutôt d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, parce que paradoxalement, on a une performance qui est bien meilleure en Europe depuis quelques temps. Maintenant, en tout cas de notre point de vue chez Samsung, on a plutôt un positionnement neutre sur les actifs risqués, actions, et plutôt positif sur le crédit, en se disant il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours. Les surprises, si elles venaient à devenir positives, on aurait des réactions marché comme ça. Et il y a des séances, une séance à plus 6 sur le Nasdaq, si vous n'êtes pas dessus et que vous la loupez, et vous perdez votre année. C'est une des quelques séances de l'année qu'il ne faut pas rater, quoi. Et donc, il y en a une dizaine comme ça dans l'année qui font la performance de l'année. Et on trouve qu'un excès de prudence aujourd'hui est clairement pas la bonne position. Maintenant, on n'est pas non plus dans la logique de dire c'est un moment où il faut mettre tout sur le rouge et se mettre full invest, enfin investi complètement. Voilà, nous, notre position, c'est plutôt neutre action, positif crédit. Parce que dans ce monde où il y a beaucoup de volatilité action, le crédit finalement avec des rendements qui vont baisser assez fortement et rapidement, mais quand vous avez du high yield en Europe ou aux US qui sont entre 9 et 10% de rendement, ça veut juste dire que vous pricez 8 à 10% de taux de défaut par an pendant 5 ans, ce qui n'est jamais arrivé. Donc après, notre position fondamentale, elle est basée sur une idée simple, c'est que s'il y a récession, alors en Europe, il y aura récession, aux US peut-être pas, mais s'il y a récession, on n'aura pas une récession à la 2008 parce que les excès dans le système, ils ne sont pas aussi importants. Un mot pour finir, Cyriac, les enseignements de l'hiver crypto, qui est peut-être d'ailleurs en train de se transformer en période glaciaire, avec la chute annoncée de FTX. Le patron essaye de se démener pour essayer de lever un peu de capital, mais ça semble quand même compliqué. Il n'y a pas de repreneur évident à ce stade.
Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement, sachant que le compteur est déjà quasiment à zéro? Non, mais on peut prendre 1 minute 30 sur ce que ça nous enseigne, peut-être, de ce monde qu'on regarde quand même, le monde des crypto-actifs. Alors on le regarde tous, mais on le regarde un peu moins, parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a quelques mois, on était sur une capitalisation des crypto-monnaies. Alors il faut avoir les ordres de grandeur. On était à 3 000 milliards, aujourd'hui on est à 800 milliards. Ouais. Donc le côté systémique, il est déjà un peu moins important que quand vous avez le Bitcoin à 70 000 et qu'aujourd'hui il est aux alentours d'à peine 20 000. Donc ça c'est le premier élément. Et je pense que c'est le plus important pour nous autour de cette table, parce que le côté systémique de cette industrie qui est en train d'apparaître, il est quand même fortement dégonflé. Après, sur le cas spécifique de cette société, ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que c'était quand même une société qui avait pignon sur rue, qui travaillait beaucoup avec des institutionnels. Et en clair, aujourd'hui, alors c'est très technique et objectivement, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans cette société. Mais à l'instant T, le vrai sujet, c'est que les porteurs de crypto ne savent pas s'ils vont pouvoir récupérer leur argent. Et ça, c'est pour nous un vrai sujet, parce que ça peut entraîner quelque chose sur cette industrie naissante. C'est le retour ou l'arrivée du régulateur. Alors en Europe, on a déjà avancé. Aux États-Unis, il y avait une réflexion en cours. Et peut-être que le régulateur américain va devenir beaucoup plus agressif, tout simplement pour des bonnes raisons aussi, parce qu'il y a clairement des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Néanmoins, le régulateur peut un peu siffler la fin de la récréation. Et à ce moment-là, ça pourrait rajouter une jambe de baisse pour un certain nombre d'investisseurs. Et le dernier élément qui est très important, c'est qui détient aujourd'hui les crypto-monnaies. Et on a la chance, puisque c'est de la blockchain, on sait qui fait quoi. Aujourd'hui, qui détient, c'est 85% des investisseurs long terme. Donc ça veut dire que tous les vendeurs spéculatifs, ils ont commencé à sortir de manière assez importante. Et que ces gens-là, ces 85%, ne bougent pas leur position. Mais ça veut dire aussi que sur les 15% qui restent, c'est eux qui font le cours. Et le retour de cette volatilité, il suffit qu'eux capitulent, on peut clairement descendre encore de je ne sais pas, on est à 16 000 ou 17 000, on peut descendre à 10 000 si ces gens-là vendent. Mais ce qui sera vraiment, peut-être pas la fin, mais en tout cas vraiment le mouvement le plus important, c'est si les investisseurs long terme se mettent à vendre. Ouais. Et à ce moment-là, on peut descendre à 5 000, et de manière assez rapide. Et les donc, holders, comme on dit, c'est ça, exactement. Ceux qui tiennent et qui détiennent à vie leur cryptoactif ou leur bitcoin. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet éclairage que vous nous avez apporté ce soir sur des gros sujets entre téléperformance, l'inflation et le crypto-crash. Cyriac Dayan était avec nous, gérant diversifié chez Sansou Yes, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, et Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, avec un thème ce soir dont nous allons discuter avec Ronnie Michali, président de la financière Galilée. Bonsoir Ronnie. Merci d'être là. On se retrouve régulièrement pour décrypter justement des thématiques fortes de marché. Le thème ce soir, c'est celui du sport et du bien-être, Ronnie, qu'on va analyser avec vous comme à chaque fois à travers la feuille de route, le codex des thématiques, qui est votre modèle propriétaire à la financière Galilée, pour analyser justement la pertinence, la valeur, le prix de ces thématiques. Je constate juste que l'idée d'un esprit sain dans un corps sain, c'est pas quelque chose de très nouveau. Néanmoins, le thème du sport et du bien-être est une thématique qui continue d'avoir de l'avenir. Exactement. Alors, quand je viens présenter, par exemple, la thématique de la cybersécurité, ou la thématique des smart cities, ou encore la thématique, je ne sais pas, de la mobilité du futur, on comprend bien que c'est des choses qui sont récentes et qui ont de l'avenir, parce que c'est des problématiques qui sont apparues récemment. Effectivement, le sport, l'humanité fait du sport depuis Mathusalem, comme on dit. Donc, c'est vrai que les Jeux Olympiques, ça date de la Grèce antique. Donc voilà, pourquoi est-ce que tout à coup, le sport deviendrait une thématique d'avenir ? C'est vraiment une question à se poser. Donc on est observateur en tant que multigérant, parce que vous savez qu'à la financière Galilée, on fait pas mal de multigestion. Et on voit donc Montpensier, on voit Allianz, on voit DNCA, on voit la financière d'Uzès, on voit Mandarine qui crée des fonds sport et bien-être. Et puis on se dit, s'il y a concomitamment autant d'asset managers qui créent des fonds sur cette thématique, c'est pas seulement du marketing, c'est qu'il y a forcément de la recherche derrière. Et donc on étudie, comme on le fait toujours finalement, au crible du codex, la thématique, pour voir si elle est structurelle, internationale, transversale, si elle mérite d'être qualifiée de thématique d'avenir. Que dire des fondamentaux alors de cette thématique sport et bien-être, Ronnie ? Alors, les fondamentaux, c'est là où on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Structurelle, bien sûr,
Et je dirais qu'elle est portée par plusieurs méga-tendances. Parce que c'est ça qui est important, une thématique d'investissement, il faut qu'elle soit portée au moins par une méga-tendance, mais si possible par plusieurs. Donc il y a bien sûr déjà la démographie. Donc les populations les plus âgées sont actives de plus en plus longtemps. Les jeunes sont en recherche d'un mode de vie plus sain. Donc c'est vrai que le facteur démographique porte cette thématique du sport et bien-être. On a également la digitalisation, avec l'apparition de données qui vont vous permettre de traquer finalement. Vous inciter à faire du sport, voilà. Tu n'as pas assez marché aujourd'hui, marche encore. Voilà, on va dire modifier notre mode de vie, éventuellement notre alimentation, pratiques sportives, etc. L'apparition d'objets connectés, les montres connectées, etc. Et le développement aussi du e-sport, puisqu'on parle de digitalisation, ça a explosé pendant le confinement. Hein, donc on est sur une croissance là du marché du e-sport à peu près de 11% par an. Donc c'est vrai que c'est quand même un des éléments qui porte la thématique. Ensuite, on a l'émergence des classes moyennes. Ça, c'est une méga tendance hyper importante dans le monde d'aujourd'hui. Et la casualisation, on appelle ça, des marques finalement de luxe qui vont faire du partenariat avec des marques de sport. Reebok et Armani, par exemple, qui coopèrent. Louis Vuitton qui fait un écrin pour la Coupe du Monde, magnifique opération marketing. La rationalisation des points de vente aussi, la gestion de la rareté. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui porte la thématique. Et enfin, l'explosion de la pratique sportive individuelle depuis le Covid, avec d'abord le sport indoor, avec tous les lives sur YouTube qui permettaient de faire du sport à l'intérieur, et puis dès que ça a réouvert, tout ce qui est mobilité active, l'explosion du vélo assistance électrique, etc. Donc, une thématique structurelle, internationale, bien sûr, j'en parle très peu, mais on fait du sport partout dans le monde, et puis transversale, c'est vraiment une thématique multisectorielle. Quels sont les chiffres qu'on peut mettre un peu sur cette thématique, Ronnie ? Alors, on estime que le marché du sport et bien-être et les asset managers sont à peu près dans ce range-là. C'est à peu près 5 000 milliards de dollars actuellement en 2022. D'accord. Et ça a une croissance de entre 7 et 9% par an. Donc ça va des vêtements de sport aux équipements de sport, aux consoles quand on parle de e-sport, etc. Ça englobe tout ce qu'on vient de dire avant. Exactement. Donc quand je disais multisectoriel, j'ai pas forcément développé, mais c'est vrai qu'il y a les équipementiers, les clubs de remise en forme, les health tech, le e-sport, etc. Donc vraiment tout ce qui concerne la consommation, un petit peu la tech. Il y a beaucoup de sous-secteurs dans cette thématique, bien sûr. Et donc ça donne 5 000 milliards de dollars à peu près d'activité, de chiffre d'affaires sur cette thématique. Oui, tout à fait. Alors en PI, ça a bien baissé depuis le début de l'année. Donc on était à 29 fois les bénéfices, on n'est plus qu'à 17 fois. On peut voir sur le graphique qui apparaît effectivement la performance. Vous voyez, depuis janvier 2022, on est sur une pente descendante, et puis en plus on a un petit pick-up sur le marché là, sur le MSCI World qui est en gris là tout récemment, qu'on n'a pas connu sur la thématique. Donc c'est vrai que ça fait un bon point d'entrée, moins 36 en USD selon nos indicateurs thématiques Galilée depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que alors les années précédentes c'était plus reluisant, mais c'est vrai que là on a quand même une belle baisse. Par contre, c'est une thématique assez ESG, plus ESG que l'indicateur MSCI, enfin que l'indice MSCI l'indice World. de comparaison, Tout à fait, l'univers de référence, on appelle ça. 8,2 en note chez nous sur 10 versus le MSCI World qui est à 7,9, et surtout aucune note ESG controverse sévère finalement dans la thématique. Les acteurs du marché ou des marchés du sport et du bien-être sont des acteurs qui essayent de bien se comporter, quoi. Oui, voilà, plutôt effectivement vertueux sur l'ESG. C'est une thématique aussi, ce qu'on peut dire sur l'analyse chiffrée, qui est assez corrélée à la croissance, plus à la croissance qu'à la value, selon nos indicateurs thématiques Galilée. Comment on peut résumer effectivement les forces et faiblesses de la thématique, peut-être, Ronnie ? Alors oui, voilà, les forces, on en a un petit peu parlé, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est
porté par les gouvernements. Je vois aucun gouvernement qui interdit maintenant de faire du sport. Voilà, ça favorise la mixité sociale, l'inclusion. C'est bon pour la santé, bien sûr. Il y a eu pas mal d'événements sportifs qui ont été reportés durant le Covid. Et forcément, quand il y a des événements sportifs, ça favorise la pratique individuelle. Il n'y a qu'à voir les cours de tennis, les inscriptions en club, les achats de raquettes. Voilà, c'est sûr. Voilà. Et par contre, pour les points faibles, il y a des points faibles conjoncturels. Évidemment, la récession ou la contraction de l'économie n'est pas favorable à ce genre de thématique. Il y a des dépenses discrétionnaires quand même dans la pratique du sport et du bien-être. C'est ça qui peuvent être des dépenses arbitrées en période plus compliquée. Clairement, pour faire du running, une paire de vieilles baskets et un t-shirt suffisent. On n'est pas obligé d'avoir la paire de baskets à 300 €, voilà, et puis tous les équipements qui permettent de mesurer. Mais donc on va limiter un petit peu nos dépenses, effectivement, quand c'est la récession sur cette thématique. La hausse des taux n'est pas favorable puisque c'est une thématique de croissance. Et quelques décisions structurelles comme, par exemple, le gouvernement chinois qui limite l'usage des jeux vidéo, c'est pas super pour le e-sport. Donc, mais c'est surtout des facteurs conjoncturels parce que les gouvernements, pouvoirs publics sont en appui, sauf peut-être quelques décisions sur certains sous-segments de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds ? Et vous avez d'ailleurs commencé en partie par ça, l'idée qu'il y a des sociétés de gestion, des boutiques qui se sont lancées effectivement sur ce thème du sport. Quels sont les fonds qu'on peut regarder et qui vous intéressent, vous d'ailleurs aussi peut-être à la financière Galilée, Ronnie ? Tout à fait. Alors on a sélectionné, nous, M-Sport Solutions de chez Montpensier. Alors, ce qu'on a trouvé vraiment très intéressant dans ce fonds-là, c'est qu'il y a une approche pureté de la thématique. Oui. Et quand on a publié notre livre blanc, anti-thématique washing, ça s'appelle thématique washing, on voulait réellement, finalement, des acteurs qui sélectionnent les thématiques et qui vont mesurer l'intensité qu'ils ont dans la thématique lorsqu'ils sélectionnent des valeurs. C'est le cas de Montpensier. J'ai découvert ça cette semaine, j'ignorais, mais ils vont mesurer le chiffre d'affaires qu'ils ont dans la thématique. Et c'est vrai que là, il y a plus de 80% de valeurs qui ont plus de 50% de chiffre d'affaires liés au sport et bien-être. Et en plus, ce fonds, il surperforme notre indicateur thématique Galilée de plus de 19% depuis sa création. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Allianz Sport et Bien-être. C'est un pari géographique, celui-là, entre autres. Il a d'autres qualités, mais 84% du fonds sont aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez Montpensier. C'est beaucoup moins, autour de 50%. Donc voilà, si on veut jouer les valeurs américaines, mais via la thématique du sport... Il y a un biais géographique quand même dans ce fonds. On peut aller sur celui-ci. Et j'ai encore sélectionné Mandarin Global Sport. Bien sûr. Assez intéressant. Bien sûr, chez Mandarin, comme à leur habitude, très solide process ESG. Le fonds est en plus labellisé ISR, donc ça peut être intéressant pour les investisseurs qui veulent aller sur la thématique du sport, mais en même temps en respectant les critères ESG et en bonifiant leur portefeuille de manière vertueuse. Merci beaucoup Ronnie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de passer au crible ces grandes thématiques. On continuera de le faire avec vous régulièrement. On va se retrouver en décembre. Là, on fera une espèce de photo finish de l'année pour toutes les grandes thématiques. Je ne sais pas combien vous en scannez, combien vous en screenez. 25. Voilà, on essaiera de donner la photo finish un peu de l'année pour les 25 grandes thématiques que vous analysez en permanence et sur lesquelles vous mettez un prix, une valeur effectivement avec les outils de la financière Galilée. Ronnie Michali était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir. Le président de la financière Galilée, invité de Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.